Le 13h sur RTI1, Madame, Monsieur, bonjour, voyons ensemble le sommaire de ce journal. Action parlementaire, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire adopte 3 projets de loi de ratification, des textes qui portent sur le fonctionnement des collectivités territoriales, la décentralisation et le financement des partis et groupements politiques sur fonds publics. Nous ouvrons dans ce journal une mission tchadienne d'imprégnation et de partage de bonnes pratiques en Côte d'Ivoire sur la promotion du genre. La ministre tchadienne du genre, de la solidarité nationale, Amina Priscille Longo, veut s'inspirer du modèle ivoirien qui enregistre des avancées notables en matière de promotion et de protection des droits de la femme. Élection au Libéria, un duel se prépare pour le second tour de la présidentielle annoncée pour le 14 novembre prochain. Le président sortant George Weah sera face à Joseph Boakai, 2 candidats séparés par 7000 voix au premier tour. Bienvenue à tous. Mercredi 25 octobre 2023, comme de coutume, il se tient ce jour un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est le second conseil du gouvernement que dirige le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le compte-rendu à suivre dans nos prochaines éditions. Une audience à la primature. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé recevait hier Madame Amina Priscille Longo, ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale de la République du Tchad. Et si les questions de coopération entre les deux pays étaient en tête de cette réunion en matière de promotion de droits de la femme, la ministre tchadienne veut surtout s'inspirer du modèle ivoirien. L'objet de sa présence dans notre pays, l'objectif c'est de contribuer au renforcement des connaissances techniques des membres de l'Observatoire de la promotion de l'égalité et de l'équité du genre de son pays, le Tchad. Et c'est une mission donc tchadienne d'imprégnation et de partage de bonnes pratiques en Côte d'Ivoire sur la promotion du genre. La ministre tchadienne Amina Priscille Longo travaillera avec les entités spécialisées en la matière dans notre pays. Un échange d'expériences qui relève des échanges diplomatiques. Une rencontre avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères a eu lieu à cet effet. Le compte-rendu d'Abdoulaye Koné. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Tchad sont au beau fixe. 2 mois après sa nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Femme, de la Promotion de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo effectue une visite d'imprégnation en Côte d'Ivoire. Accompagnée de Nassene Batouré, son homologue chargé du genre, de la famille et de l'enfant, elle était mardi au cabinet du nouveau patron de la diplomatie ivoirienne. C'est d'ailleurs l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies qui nous fait le point de cette visite éclair. Notre collègue est arrivé du Tchad, a souhaité nous rendre visite en nous faisant comprendre que le Tchad souhaitait s'inspirer de la Côte d'Ivoire, d'abord dans le domaine de l'équité du genre, ensuite dans le domaine du développement en général. Et nous lui avons dit que notre pays était totalement ouvert parce que nous avons ici en Côte d'Ivoire un chef, en l'occurrence le président de la République, qui développe à l'intention des pays amis une très forte solidarité dans tous les domaines. Et que le peu que nous avons ici, nous sommes prêts à le partager. Et le peu que nous savons, nous sommes prêts à le partager avec nos frères africains dans une dynamique solidaire, dans un esprit de fraternité. La Côte d'Ivoire, locomotive de la région ouest africaine, est un modèle de développement économique et social, une réussite qui inspire la République du Tchad. Prenons des nouvelles de la 147e Assemblée de l'IUP qui se tient à Luanda en Angola. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire conduit la délégation ivoirienne à cette rencontre. Adama Bictogo, s'exprimant d'ailleurs au Parlement angolais au cours du débat général, a lancé un appel à la paix face aux crises qui secouent le monde. Un appel de la Côte d'Ivoire retransmis de Luanda, ici à Abidjan, par Michel Digré et Adama Sangaré. 1500 participants venus de 130 pays pour cette 147e session de l'Union interparlementaire, la première dans un pays africain lusophone. Nous avons accepté le défi d'accueillir cette assemblée en espérant qu'elle contribuera à résoudre de nombreux problèmes qui affligent le monde actuellement. Le débat général de ces assises porte sur l'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions efficaces.
En effet, alors que nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique, notamment avec les récents séismes en Turquie, au Maroc, ainsi que les inondations en Libye et aux États-Unis, la sécheresse dans la corne de l'Afrique, nous devons hélas faire face au terrorisme au Sahel, au conflit d'une violence sans précédent, tel que celui qui oppose Israël à la Palestine, la Russie à l'Ukraine, les conflits armés au Soudan, en Syrie. Toutes ces situations plongent les populations dans une précarité sans précédent du fait de l'exode qui s'ensuit, soit à l'intérieur de leur propre territoire, soit à l'extérieur de celui-ci. Il nous faut en conséquence juguler ces actes contraires aux valeurs de notre société, parmi lesquels figurent l'état de droit, le respect des droits de l'homme, la tolérance politique et religieuse. En marge des travaux, Adama Bictogo a été reçu en audience par le président de l'Angola, João Lourenço. L'audience a porté essentiellement donc sur deux points. Le premier point d'ordre économique, établir donc un pont entre l'Angola et la Côte d'Ivoire, au regard donc des atouts que offre l'Angola et la Côte d'Ivoire, à l'effet de pouvoir permettre l'émergence ou le renforcement de champions nationaux issus donc de ces deux pays. Deuxièmement, il a aussi souhaité que nous renforcions nos relations entre nos deux parlements. Ce qui a été fait hier par la signature d'un mémorandum. La 147e Assemblée de l'UIP s'achève ce vendredi. L'un des enjeux de ces assises, l'élection du nouveau président de l'institution. 4 femmes sont en liste, toutes des Africaines. La Côte d'Ivoire est candidate pour un poste de membre du comité exécutif de l'UIP. Cette candidature sera portée par le député Grapolet. Et pendant ce temps, l'hémicycle ivoirien n'est pas à l'arrêt. Ici à Abidjan, 3 projets de loi de ratification ont été adoptés en commission des affaires générales et institutionnelles hier. Ces textes, en substance, établissent une incompatibilité entre la fonction de sénateur et celle de gouverneur de district autonome. Autre loi, l'augmentation du nombre de responsables de collectivités territoriales et des modifications apportées sur le financement sur fonds publics des partis et groupements politiques. On le voit dans ce point de Moussa Konaté. La loi de septembre 2014 relative au financement des partis et groupements politiques ne prenait en compte que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Avec l'avènement du Sénat, cette loi connaît donc une modification par ordonnance. L'ordonnance portant modification des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques permettra aux partis et groupements politiques ainsi qu'aux groupes parlementaires au Sénat de bénéficier d'un financement sur fonds publics. Du reste, au terme de cette ordonnance modificative, le financement alloué aux partis et groupements politiques représente désormais le millième des recettes fiscales de l'État et non du budget de l'État. Le texte est adopté par les députés, ainsi que le projet de loi de ratification de l'ordonnance modifiant la loi de décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Ce projet de loi prévoit une hausse du nombre des vice-présidents des régions, des adjoints au maire, des conseillers municipaux et régionaux. S'agissant de la région, il est ainsi proposé de porter le nombre maximum de conseillers régionaux de 60 à 90, avec un minimum de 35 conseillers régionaux pour les régions dont la population est inférieure à 300 000 habitants. Quant au vice-président, le plafond a été porté à 8 pour les régions dont la population excède 1 million d'habitants contre 6 actuellement. Relativement à la commune, le nombre maximum de conseillers municipaux passera de 50 à 75, avec un minimum de 28 conseillers pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Quant aux adjoints au maire, le nombre maximal est passé de 6 à 8 pour les communes de plus de 1 million d'habitants. Les députés adoptent également le projet de loi portant modification de la loi 2014 portant création, organisation et fonctionnement du district autonome.
Le texte précise que la fonction des sénateurs, tout comme celle de président d'institution, membre du gouvernement, député, maire, président du conseil d'administration et directeur général de société publique, est incompatible avec le statut de gouverneur du district autonome. Et nous poursuivons avec l'actualité de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Après l'élection de la nouvelle présidente du Sénat, les organes de la deuxième législature connus après une séance plénière. Cette deuxième législature compte 6 vice-présidents et 6 commissions permanentes. Le calendrier de travail, lui, est attendu pour les prochaines 48 heures. Kader Sogodogo nous en dit davantage. Après son élection à la tête du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara met en place son bureau. Une séance plénière qui a permis la désignation de 6 vice-présidents dont Sarah Sako Fatiga, Silue Cagnon Augustin et Ndoyi Yapi Raymond. Ils seront aidés par 8 secrétaires. En ce qui concerne les commissions permanentes, elles seront 6 à animer le débat parlementaire. À ce niveau, les présidents et les membres sont également connus. La commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire est présidée par un diplomate chevronné et ancien ministre, Alcide Djedji. Une étape importante dans la vie du Sénat, en ce début de deuxième législature. Ça veut dire que le Sénat est prêt pour reprendre ses activités. Nous avons une équipe que vous voyez en place ici, une équipe déterminée, engagée, une équipe prête à se battre pour relever tous les défis. Le premier défi, évidemment, ce serait de répondre aux attentes de notre mandat, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, mais surtout de répondre aux nombreuses attentes des Ivoiriens et de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc le Sénat est prêt. Le Sénat entend consolider sa vision, celle d'une institution résolument engagée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà 13 projets de loi qui nous attendent. Nous avons la loi de finances, nous avons des projets de loi sur le statut des diplomates, sur le statut des fonctionnaires et bien d'autres projets de loi. Vous savez que nous sommes en session budgétaire, donc nous attendons aussi tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui le Sénat est prêt à accueillir les commissaires du gouvernement afin d'étudier tous les projets de loi qui vont nous être soumis. Dans 48 heures, Kandia Kamisoko Kamara et son équipe vont dévoiler le premier calendrier de travail de la deuxième législature. Et on s'intéresse à présent au plan de développement agricole. La Côte d'Ivoire aligne ses ambitions sur les objectifs mondiaux en termes d'alimentation. La 43e journée mondiale a mis en priorité l'approvisionnement en eau. La 43e journée mondiale de l'alimentation. La Côte d'Ivoire, qui est orientée vers la création d'agropoles, adapte sa politique avec pour objectif l'irrigation des zones de production vivrière. Comment cela se fera concrètement? Réponse avec Lanciné Bakayoko. Le constat de la communauté internationale est sans équivoque. La disponibilité de l'eau n'est pas en cause. Seulement, une petite partie de cette eau est potable et exploitable à des fins industrielles et agricoles. Conséquence, la production vivrière n'est pas suffisante pour assurer l'alimentation de tous. Pour faire face à cette problématique, le gouvernement de Côte d'Ivoire a engagé divers programmes au nombre desquels le vaste projet de pôle agro-industriel. Ce vaste projet des agropoles, soit 9 au total, prévoit des aménagements hydro-agricoles, la réhabilitation de barrages et de systèmes hydrauliques villageois améliorés, la réparation de pompes manuelles, l'installation de nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine et de nouveaux HVA. Ce projet a démarré dans la région du Bélier avec 1835 hectares de périmètre irrigué et de bas-fonds rizicoles, ainsi que 335 hectares de périmètre maraîcher. Parallèlement, 50 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine ont été installés, 10 systèmes hydrauliques villageois améliorés réhabilités et 15 autres créés. Reste à trouver les meilleures stratégies contre les chocs climatiques. Les chocs climatiques constituent une menace réelle pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés. Le Fonds vert pour le climat a officiellement approuvé un projet novateur
visant à renforcer les capacités des femmes de Côte d'Ivoire à répondre efficacement aux risques climatiques. Ce financement du Fonds vert pour le climat devrait soutenir les petits exploitants agricoles, renforcer leur résilience économique, condition pour garantir la disponibilisation des produits alimentaires et l'approvisionnement des marchés. Et la bonne gestion de ces agropoles dépendra certainement d'une main-d'œuvre qualifiée. Et dans ce cadre, des jeunes sont en pleine formation. Voyons le cadre de formation à Boundiali, dans la région de la Bagoué. C'est au centre de service civique de Guinguerény, dans ce département de la Bagoué. 160 jeunes suivent une formation technique agricole améliorée. Charles Tatou. Guinguerény, c'est dans le département de Boundiali. Le centre de service civique du dit village est mis à profit. Suite à la sortie de 100 jeunes filles resocialisées pour leur intégration des différentes entreprises de la place, le centre va également accueillir 160 jeunes issus de toutes les régions du pays pour une formation en technique d'agriculture améliorée. Un projet de Abidjan Legacy qui, lui, vise à augmenter la production agricole en Côte d'Ivoire et améliorer la condition de vie des populations vivant en zone rurale. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué, y a effectué une visite. Ces jeunes qui vont venir seront, à l'issue de leur formation, dotés de la connaissance de technologies, on va dire, deuxième ou troisième génération. Ils vont faire l'agriculture de façon différente. Là où avant, ils devaient attendre 3 à 6 mois que la pluie arrive, ils pourront produire pendant 12 mois. Où on peut, par exemple, pour le maïs, multiplier la production par 4. Une production plus importante dans le secteur de l'agriculture, ça se retrouve là, avec l'intensification de la production. Vous avez l'autonomisation des femmes, le renforcement des capacités des jeunes, le renforcement du capital humain. Tout cela se retrouve là, parce que c'est les jeunes qui vont venir se former, qui vont retourner sur le terrain et qui vont produire. Donc, j'avoue, c'est un projet qui cadre parfaitement avec notre vision de développement. Boundiali fait partie des 5 premières localités du pays où il existe depuis les années 1963-1964 un centre de service civique. Voilà, un projet conduit et supporté également par le Conseil régional pour le développement de la région de la Bagoué. Un autre projet, lui, soutient les actions du secteur de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. C'est l'ONG AVSI qui contribue à la rénovation de 20 écoles primaires, des écoles qui sont situées dans les communes de Port-Boué et dans la région sud du Sud-Comoé de la Côte d'Ivoire. Au total, 8500 élèves seront impactés par ce projet. Voyons la première remise de l'établissement dans la commune de Port-Boué. C'est avec Sephora Zegui. 20 écoles primaires publiques d'Abidjan et du Sud-Comoé, rénovées par l'ONG AVSI, une organisation non gouvernementale italienne. Les travaux de rénovation ont consisté en la réhabilitation des bâtiments, la fourniture de mobilier, de matériel pédagogique et la formation des enseignants. Les écoles sont dotées de nouvelles salles de classe, de toilettes et de bibliothèques. Nous nous sommes alignés donc aux objectifs du plan sectoriel de l'éducation pour la période 2017-2025, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de la formation, l'amélioration de l'environnement scolaire, familial et communautaire, l'amélioration de la gestion, de la gouvernance et du circuit relationnel. Ce projet financé par ENI permet d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Les établissements scolaires sont plus sûrs et plus confortables. Les travaux ont débuté en décembre 2022. En moins d'une année, les 20 écoles ont été rénovées et équipées avec l'eau et l'électricité. En plus de rénovation, notre projet comprend une série d'activités dans les écoles, telles que la fourniture des fournitures scolaires, la formation des enseignants, le soutien aux communautés de gestion scolaire et des cours de soutien pour les élèves. Les écoles disposent désormais de matériel pédagogique adéquat pour le grand bonheur des élèves. Ils sont heureux de pouvoir étudier dans de bien meilleures conditions. Mon école n'était pas aussi belle que ça avant que l'ONG ne vienne arranger mon école. Maintenant que l'ONG a arrangé mon école, je me sens plus en sécurité. Les murs étaient dégradés, les toitures. Quand il pleut même là, les enfants n'étaient pas à l'aise. Vraiment, les murs ont été réparés, les toitures.
Vraiment, il y a du confort. Ce projet est un modèle de contribution que les ONG peuvent apporter au développement de l'éducation en Côte d'Ivoire, selon Mariatou Koné. Elle rappelle que l'éducation est un droit fondamental. Il faut donc œuvrer pour que tous les enfants sans distinction puissent bénéficier d'une éducation de qualité. L'école, c'est l'affaire de tous. Et notre engagement individuel et collectif, ainsi que notre implication active dans l'action éducative, sont indispensables dans la quête d'une école ivoirienne de qualité. Avec le soutien des partenaires non étatiques, en complément des efforts du gouvernement, comme c'est le cas aujourd'hui, nous pouvons offrir un accès équitable à l'école aux enfants de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de leurs activités en Côte d'Ivoire, AVSI et ENI, en réponse aux nombreux défis de l'école ivoirienne, ont conçu et mettent en œuvre le projet d'appui à une éducation primaire de qualité. Ils mettent l'accent sur l'accompagnement des communautés locales. Et voyons une autre action sociale et surtout salvatrice pour des enfants malades qui bénéficient de la main tendue de la Société ivoirienne de neurochirurgie à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. 2 jours de consultation et d'intervention gratuites pour les enfants atteints de spina bifida et d'hydrocéphalie sont organisés. L'opération est à son 2e jour, nous dit Mahama Traoré. Le spina bifida est une malformation congénitale qui empêche la moelle épinière de se développer correctement. Quant à l'hydrocéphalie, elle désigne un excès de liquide céphalo-rachidien au niveau du cerveau. Ces 2 pathologies touchent en majeure partie les enfants. En Côte d'Ivoire, les chiffres officiels font état de 19% de cas pour l'hydrocéphalie et d'un cas de spina bifida sur 1000 enfants consultés dans les hôpitaux ivoiriens. Lorsque l'hydrocéphalie est détectée tôt et que l'intervention se fait tôt, en général, l'enfant grandit sans séquelles. Il va aller normalement à l'école et tout. Le spina bifida, par contre, il y a plusieurs formes. L'intervention ne va pas guérir la maladie. Après, il y a un gros suivi puisque c'est des enfants qui vont être paralysés du membre inférieur. Et en fonction des degrés de paralysie, ils vont récupérer un peu ou ne pas récupérer du tout. À la faveur de la Journée mondiale de lutte contre le spina bifida et l'hydrocéphalie, la Société ivoirienne de neurochirurgie s'allie à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville pour délivrer des consultations gratuites, mais aussi des interventions chirurgicales à titre gracieux pour les enfants. Pour tous ces patients qui seront pris en charge, ce sont des techniques révolutionnaires que nous allons utiliser. Par exemple, comment opérer une hydrocéphalie avec l'endoscopie. Donc c'est une technique révolutionnaire aujourd'hui que nous commençons à l'hôpital Mère-Enfant avec bien entendu l'aide de la Société ivoirienne de neurochirurgie. En tout, 30 enfants seront pris en charge durant ces 2 journées de lutte contre le spina bifida et l'hydrocéphalie. Ces journées sont placées sous le parrainage de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Kabila. Et un autre mal, toujours au cœur des combats de la santé publique en Côte d'Ivoire, la poliomyélite. Le district 9101 de Rotary International sensibilise les populations pour une éradication totale. Le point de Abdoulaye Koné, Souleymane Donisongo. Ensemble, nous éradiquons la polio. C'est le leitmotiv du Rotary Club à l'occasion de la Journée mondiale contre le virus qui entraîne la paralysie. Réunis à Abidjan, les membres du district 9101 du Rotary International, regroupant 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, affichent leur engagement à éradiquer totalement la maladie. Si nous ne le faisons pas, dans 10 ans, il y aura près de 200 000 enfants qui auraient encore des cas de polio. Tous les clubs Rotary Côte d'Ivoire ont décidé d'offrir une petite participation à ce challenge-là. Coordinatrice du Rotary pour l'Afrique francophone, la sénatrice Marie-Irène Richemont-Awa rassure quant à l'éradication totale de la poliomyélite. Nous sommes très fiers et honorés de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans le cadre de cette initiative pour que les enfants puissent, ma foi, s'épanouir. Le vaccin est efficace, les partenaires sont tous mobilisés, la stratégie est performante, alors nous avançons vers un monde libéré de polio. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré la Côte d'Ivoire pays libre de polio depuis novembre 2015. Par ailleurs, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré depuis juillet 2011, une situation qui traduit
les efforts du gouvernement en matière de vaccination des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes, des efforts qui ont permis d'atteindre une couverture vaccinale supérieure à 80%. La Côte d'Ivoire sur un sommet de l'UEMOA, le ministre ivoirien de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a été porté à la tête du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA. C'était le vendredi 15 dernier, le point de Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire préside désormais aux destinées du CCMEFP-UEMOA, cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Le ministre ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, a été désigné à la tête de l'instance sous-régionale par ses pairs à Lomé au Togo, en marge de la 14e conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Kofi Nguessan succède à Kokou Eke Odin, ministre chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat du Togo, pour un mandat de 2 ans. Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, créé en 2009, a pour mission d'apporter des solutions décentes et durables à la question de l'employabilité des jeunes. Une récompense attribuée dans la ville de Yamoussoukro, le doctorant Kofi Kwaku Nguessan Doni de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny pour ses travaux sur la vie du premier président de la Côte d'Ivoire, Kader Sokotogo. Le 3e colloque international sur l'oufouettisme s'est fini. La soirée gala de distinction des meilleurs travaux de recherche effectués en milieu universitaire par les étudiants en master et les doctorants vient couronner 72 heures de voyage dans la vie d'un homme et de ses actions, Félix Houphouët-Boigny. Le prix de la recherche sur le premier président ivoirien en cette année 2023 est attribué au doctorant Kwaku Nguessan Deni de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance en 1960, Houphouët va mettre en place tous les mécanismes de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, ce que nous avons appelé la politique de l'intégration nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc de réunir tous les peuples ivoiriens, comme lui-même il aimait à le dire, de la poussière d'ethnie, il fallait former une unité nationale. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, initiatrice du colloque et du prix, reste attachée à toutes les actions de recherche qui pérennisent un homme d'exception, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Nous sommes convaincus de la pérennisation du prix et de son plus grand rayonnement, d'abord en Côte d'Ivoire, puis en Afrique. Félix Houphouët-Boigny, passé à l'histoire, n'appartient plus seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique et au monde. Le 10 novembre prochain, la Fondation Félix Houphouët-Boigny célèbre son cinquantenaire. Des festivités qui seront marquées par l'inauguration d'une imprimerie numérique. Et la page noire de ce journal, l'hommage, le dernier hommage des diplomates au général Gaston Wassénan Koné par les diplomates au ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. L'ancien vice-président du PDCI-RDA a pour rappel été par le passé ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Retour sur cette cérémonie avec Abdoulaye Koné. Le cercle de la diplomatie ivoirienne se souvient de l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Rappelé à Dieu dans sa 84e année, le 8 août dernier, c'est un hommage des plus mérités que l'ancien vice-président du PDCI RDA a reçu des gardiens de la diplomatie ivoirienne. Au nom de son Excellence, M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères, que ce soit ceux du département central ou ceux en poste à l'étranger, je voudrais vous réitérer nos sincères condoléances
et exprimer notre compassion et notre solidarité dans ce deuil qui vous frappe, mais qui est aussi notre deuil. En retour, c'est un message de remerciement chargé d'émotion que la famille de ce grand serviteur de l'État a délivré à l'ensemble du corps diplomatique. Nous avons été touchés par les messages profonds qui ont été délivrés à l'endroit des disparus. Nous voudrions, à partir de cette tribune, adresser nos remerciements spéciaux à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui, par le truchement des services officiels de l'État, salue la mémoire du défunt et nous apporte son soutien et partage notre tristesse. Une cérémonie d'hommage à laquelle participait un cocktail de diplomates, de militaires citoyens et d'élus. À présent, l'actualité hors de nos frontières au Libéria. Les résultats définitifs ont été annoncés hier par la commission électorale. Ils confirment le second tour entre George Weah et Joseph Boakai. Le président sortant et son challenger sont arrivés au coude à coude au premier tour avec respectivement 43,83% et 43,44% des voix. Le duel s'annonce serré pour le second tour de la présidentielle qui est annoncé pour le 14 novembre prochain. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI.